Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Laurence Gerlach, responsable pédagogique et commercial des éditions Didier Fleu, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau webinaire où nous allons parler d'un sujet qui est sur toutes les bouches et qui est dans l'actualité dernièrement, beaucoup d'ailleurs, ce qui est l'intelligence artificielle. Et nous allons voir ensemble justement comment utiliser cette intelligence artificielle avec nos apprenants. Et je vais avoir avec moi ma collègue Julie qui va pouvoir répondre à vos questions en direct si jamais vous avez des choses à me demander et si j'ai le temps, j'essaierai d'y répondre en fin de webinaire. Dans un premier temps, on va se poser la question comment fonctionnent les intelligences artificielles. Alors ici, on a un tableau récapitulatif qui montre à peu près la plupart des grandes intelligences artificielles utilisées, et vous voyez au centre que c'est bien ChatGPT qui a plus de 14 milliards de visites totalisées en 2024. Et justement, aujourd'hui, nous allons utiliser ChatGPT. Et justement, nous avons deux sortes d'IA. Il y a l'IA qu'on appelle symbolique, qui est l'IA qui se trouve sur votre portable, par exemple, comme Siri sur les iPhones, ou alors comme OK Google sur les iPhones Android, sur les téléphones Android, pardon. Et du coup, ces IA symboliques sont en fait des IA qui ont des ordres préenregistrés qui ne pourront pas apprendre en plus de ce que l'on peut déjà faire. Du coup, nous, on va se concentrer sur l'autre IA qui est basée sur ce que l'on appelle le deep learning. Et sur ces IA, justement, on va venir enrichir, on va être un petit peu le professeur de l'IA. Mais évidemment, elle va aussi nous aider en tant que professeur assistant quelque part. Et du coup, la question du jour qui nous rassemble aujourd'hui, c'est comment l'utiliser comme un assistant pédagogique. On va voir qu'on va pouvoir enrichir les documents avec, accompagner les professeurs et les apprenants pour les productions, favoriser la différenciation, adapter la grammaire, faciliter l'interdisciplinaire et l'interculturel, ancrer le vocabulaire et plus encore. Dans un premier temps, on va utiliser l'unité 4 d'Elito B1. Donc, dans l'unité 4, c'est une unité qui me plaît beaucoup parce qu'elle parle de la francophonie. Donc, le titre de l'unité, c'est la francophonie jusque dans l'assiette. Et comme toutes les unités d'édito, l'unité 4 commence par le document déclencheur. On ne voit pas mon PowerPoint défiler. Très bien, je vais faire la modification. Est-ce que ça fonctionne? Évidemment. Alors, arrêtez le partage. Hop, je fais juste une petite mise au point. Est-ce que... Est-ce que tout le monde voit bien maintenant le PowerPoint? J'espère que oui. Donc ici, nous avons, comme je disais, l'unité 4, le début de l'unité 4 avec le document déclencheur sur la francophonie jusque dans l'assiette. Et évidemment, Edito vient avec le guide pédagogique. Dans le guide pédagogique, c'est ce qui est écrit là justement pour utiliser ce document déclencheur. Le guide pédagogique est téléchargeable au format PDF sur notre site didierfleu.com et vous voyez qu'il y a déjà tout un accompagnement qui est fait de ce côté-là. Donc avec l'IA, moi je me suis dit que nous pourrions aller un peu plus loin que ça ou nous donner de nouvelles idées pour essayer de se renouveler en tant que professeur. Et donc, je lui ai posé la question, donne-moi des exemples de mots français qui sont différents en fonction des pays. Et évidemment, en une demi-seconde, il m'a trouvé les exemples suivants. Donc, la différence entre la France et le Québec, entre une voiture et un char, entre un portable et un cellulaire, entre un pull et un chandail, entre un petit déjeuner qui est un déjeuner au Québec et un déjeuner qui est un dîner au Québec, et le dîner qui est le souper. Et la même chose pour la France et la Belgique, avec par exemple l'exemple le plus amusant est le petit pain qui est en fait un pistolet en Belgique. Donc moi je trouve ça intéressant d'enseigner ça aux apprenants parce qu'on se rend compte, notamment au niveau B1, qu'il y a une perdition du nombre d'apprenants. Donc c'est aussi moins important de leur montrer que le français n'est pas que
parlé en France et qu'il est parlé à travers le monde. Et si on leur apprend des mots de toute la francophonie, ça leur évitera ce fameux moment où ils arriveront dans un pays francophone et où ils auront des soucis à comprendre la langue parce qu'ils n'auront pas appris justement le vocabulaire. Donc évidemment, après, je peux me concentrer sur un pays plus spécifique. Donc moi, je me suis dit, est-ce que tu peux me faire la même chose avec le Congo, que ce soit la RDC ou le Congo-Brazzaville? Et là, on voit que le vélo est une bicyclette, le téléphone portable est justement un cellulaire ou un GSM, une voiture, c'est plutôt un taxi-bus ou taxi. L'enfant va être le moana qui a l'air d'être un mot emprunté au Lingala ou au Kikongo pour désigner un enfant, etc., etc. Évidemment, il va nous donner aussi des expressions qui sont spécifiques au Congo, comme être dans la sauce, qui est, d'après lui, une expression populaire au Congo pour dire que quelqu'un est dans une situation compliquée ou difficile. Évidemment, tout ce que ChatGPT va me dire n'est pas forcément la vérité. Et c'est mon devoir par la suite en tant qu'enseignant d'aller vérifier si tout est bien, si tout est bien sérieux dans ce qu'il m'a dit dans ses réponses. Et on va voir justement, comme on a vu, qu'on peut utiliser ChatGPT pour nous donner des idées de production orale. Ici, on a un document qui s'appelle « Deux langues, mon cauchemar » de Simon Kuper, qui est un anglophone et qui vit à Paris depuis des années et qui se pose la question si justement apprendre une langue étrangère aujourd'hui, ça vaut encore le coup étant donné que l'anglais est si présent maintenant. Et la production orale est la suivante. Quelle langue étrangère parlez-vous? Comment les avez-vous apprises? Évidemment, de temps en temps, on a affaire à des apprenants qui nous disent toujours « j'ai pas d'idée ». Alors certes, ils ont un bon niveau, ils ont certainement un très bon niveau de B1, mais ils n'ont pas forcément d'idées sur le plan à utiliser, etc., etc. Nous, en tant qu'enseignants, évidemment, nous avons des idées à leur fournir, mais nous ne pouvons pas justement réinventer à chaque fois. Ah, visiblement, les slides ne suivent pas à l'écran. Alors, je vais essayer d'arriver un peu plus lentement. Donc, je m'assure que vous soyez bien sur cette slide-là, donc avec Deux langues, mon cauchemar, avec un coq normalement. Et du coup, dans ce cas-là, je me suis dit, je suis un apprenant et je dois faire une production orale de FLE niveau intermédiaire sur le sujet « Quelle langue étrangère parlez-vous? Comment les avez-vous apprises ?» Ah d'accord, vous êtes toujours sur la couverture d'édito B1. Bon, visiblement, il y a un petit souci avec le partage d'écran. Ça, c'est très embêtant. On va faire ça différemment. On va marcher comme ça. Hop, en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Je vais demander à mon acolyte Julie si ça s'affiche bien cette fois-ci. C'est bon, parfait. Ok. Donc là, justement, on a ce fameux document qui, j'espère, apparaît pour tout le monde. Je suis un apprenant et je dois faire une production orale de FLE. Et j'ai bien dit niveau intermédiaire parce que ChatGPT, évidemment, n'est pas encore au point sur les niveaux du CECR. Donc, il faut vraiment se méfier sur ce qu'on lui dit et être vraiment plutôt moins précis dans ce cas-là, donc intermédiaire équivaut au niveau B1, B2, entre guillemets. Et grâce à ça, il va me donner justement un plan en m'expliquant que dans l'introduction, il faudra que je me présente, d'où je viens, quel est mon nom, que j'annonce le sujet, et que la première partie soit les langues que je parle, ma langue maternelle dans un premier temps, la première langue étrangère dans un second, la partie 2, comment j'ai appris ces langues, est-ce que c'est une méthode scolaire, est-ce que ce sont des méthodes personnelles, la partie 3, les bénéfices et les défis, et enfin la conclusion. Évidemment, si j'ai des apprenants qui ont plus de facilité, je peux simplement leur donner les 3 grandes parties et qu'ils se débrouillent avec. Donc, juste leur dire les langues que tu parles, comment tu as appris ces langues, les bénéfices et les défis. Et je peux faire la différenciation en classe si jamais, par exemple, j'ai des élèves qui ont plus de difficultés dans un groupe B1.1, par exemple, je peux les aiguiller un petit peu plus en leur donnant un peu plus de contenu que ChatGPT m'aura fourni. Et en parlant de différenciation, justement, on a une autre production orale, qui est ici présenter une ville ou un pays francophone, vous donner sa situation géographique et parler du mode de vie de ses habitants. Et peut-être que vous avez affaire parfois soit à un public qui n'a jamais voyagé, ça peut arriver,
ou alors vous avez besoin de nouvelles idées pour justement leur proposer quelque chose de nouveau pour éviter de vous répéter toutes les sessions. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT de lister les raisons pour lesquelles les gens voyagent. Et voici les raisons qu'il me donne. Les premières sont la découverte culturelle. Donc évidemment, on voyage pour explorer de nouvelles cultures. Les aventures et les expériences, chercher de nouvelles aventures, découvrir des paysages uniques, pratiquer des activités comme la randonnée ou le surf, par exemple. Évidemment, les voyages, ça rime avec détente et loisirs. Mais aujourd'hui, maintenant, beaucoup de familles sont éparpillées, donc ça peut être tout à fait pour aller voir sa famille ou alors simplement voir des amis qui se trouvent dans un autre pays. Pour l'éducation et l'apprentissage, peut-être qu'ils vont venir en France ou à Montréal pour aller faire leurs études, mais également pour les affaires et le travail, la santé et le bien-être, la spiritualité et le pèlerinage. Donc on n'oublie pas, moi je n'y avais pas pensé à celui-ci par exemple, et pourtant c'est historiquement la raison qui a fait bouger le plus de foules à travers le monde, les événements spéciaux, ou alors fuir la routine ou des situations difficiles, peut-être après une rupture amoureuse, ou alors le stress du travail, on a envie de fuir tout ça et on veut voyager. Et encore une fois, on va voir aussi qu'après avoir fait les productions orales, on va pouvoir s'en aider pour les productions écrites. Ici, on a la production écrite de Delph Béin et qui dit, dans sa chronique, Simon Kuper pense que la domination de l'anglais diminue l'intérêt d'apprendre une autre langue. Dans une lettre au journaliste, exprimez votre opinion sur ce sujet. Évidemment, ici, je vais lui dire, je dois écrire un texte sur le sujet qui est l'intérêt d'apprendre le français alors que l'anglais est la langue dominante dans le monde. Peux-tu me donner des pistes d'idées? Donc là, je n'ai pas accès au chat, malheureusement. Alors peut-être que vous discutez, mais je ne vois pas ce qui est affiché. Donc je ne vais pas vous demander quelles sont vos idées parce que malheureusement, je ne peux pas les voir. Mais voici ce qu'il me propose. Donc dans les pistes d'idées, nous avons la richesse culturelle et historique de la langue française, notamment en littérature et dans les arts, le patrimoine culturel de la France et des pays francophones, aussi les opportunités professionnelles dans les marchés francophones, mais pas que. En général, lorsqu'on voit que quelqu'un a appris le français sur un CV, on va prendre le CV et on va le mettre au-dessus de la pile parce que le français est jugé difficile à apprendre en général. Les organisations internationales, comme l'ONU, l'UE, la Croix-Rouge par exemple, ou alors Médecins sans frontières. Mais il faut aussi savoir que le français est la langue de la diplomatie. Donc ça, si vous avez des intentions d'aller travailler dans les relations internationales et la diplomatie, il faut connaître le français. Il y a évidemment aussi les avantages cognitifs et linguistiques d'apprendre plusieurs langues ou de connaître plusieurs langues. Il y a cette fameuse faculté à switcher, comme on dit en bon français, d'une langue à une autre sans repasser par sa langue maternelle, qui est la chose la plus difficile à enseigner aux apprenants. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à leur expliquer que la traduction est une autre compétence que, justement, il faut travailler. Et moi, j'avais pas. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Et en tout cas, on va se rendre compte qu'une fois qu'on a appris une langue étrangère, on aura plus de facilité d'apprentissage d'autres langues qui sont de la même famille. Il y a évidemment la diversité et l'enrichissement personnel, avec les voyages et l'exploration, les rencontres et les échanges, et l'importance du plurilinguisme, parce que parler anglais, c'est bien, mais tous les pays ne parlent pas forcément anglais, et puis on a l'exemple en France qu'on n'a pas forcément un niveau d'anglais très développé, et du coup, si vous arrivez en France en ne parlant qu'anglais, peut-être qu'il y aura des petits soucis. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on leur donne les réponses, justement? Eh bien, sur ChatGPT, on a ce petit onglet qui s'affiche à la fin de chaque réponse. À gauche, cela va vous permettre d'écouter ce que ChatGPT a écrit. Donc, en plus de lire, de faire une compréhension écrite, on pourra faire une compréhension orale. Les doubles carrés, c'est pour faire copier-coller, évidemment. Le pouce vers le haut et le pouce vers le bas vont être la possibilité de dire si la réponse a été utile ou non, ce qui va permettre justement de lui enseigner les bonnes choses, de lui faire connaître les bonnes manières. Et mon bouton préféré, qui est la double flèche. Cette double flèche permet de générer et de régénérer des réponses à l'infini. Ça permet à l'apprenant, par exemple, de voir la structure ou de s'inspirer de différents plans. Par exemple, si on écrit une lettre,
et qu'on le montre au tableau directement sur ChatGPT aux apprenants, en cliquant sur cette flèche, on peut très bien faire un travail de repérage avec les apprenants en essayant de voir quelle structure revient régulièrement et s'en inspirer par la suite pour faire un cours sur comment écrire une lettre en français. Dans un exemple de génération, donc nous étions sur l'intérêt d'apprendre le français alors que l'anglais est la langue dominante dans le monde. Donc nous avions vu toutes les parties précédemment. Ici, il revient donc à nouveau, évidemment, il ne va pas inventer des choses extraordinaires, mais il va me proposer 4 parties cette fois, avec l'importance culturelle et historique du français, les avantages personnels et professionnels, l'accès à des communautés et à des cultures, en expliquant que le français est parlé dans de nombreux pays à travers le monde. Parler français permet de voyager et de s'immerger plus profondément dans la culture des pays francophones comme la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada. Et évidemment, les diversités linguistiques et cognitives dont nous avons déjà parlé. Et là, vous allez me poser la question, et la grammaire, comment ça se passe? Ici, nous avons un cours sur les indéfinis. Alors, vous voyez bien qu'il y a un échauffement toujours, le fonctionnement et l'entraînement, ainsi qu'une production écrite, mais on va être capable d'adapter son cours en fonction du public que l'on a en face et des difficultés rencontrées. Parce que chaque pays, chaque langue parlée dans les pays rencontre des difficultés qui sont propres à la langue de ce pays en général. Moi, j'ai pris l'exemple d'un public anglophone. C'est assez large comme ça et c'est peut-être des gens auxquels vous avez peut-être eu déjà affaire. Et on va essayer de leur expliquer la règle de grammaire des adjectifs et des pronoms indéfinis, adjectifs plus nom ou pronom. Il est également possible de demander des exercices supplémentaires, évidemment, à l'IA si vous jugez qu'il n'y a pas encore assez d'exercices dans le livre, ce qui me paraît étonnant. Donc, je vais poser la question à ChatGPT, comment faire comprendre à des apprenants anglophones la règle de grammaire des adjectifs et des pronoms indéfinis? Et il m'a dit, excellente question, pour faire comprendre efficacement à des apprenants anglophones la différence entre les adjectifs indéfinis et les pronoms indéfinis en français, il est essentiel de s'appuyer sur la langue maternelle. Donc, grâce à ChatGPT, je vais être capable justement de faire un cours très rapide de grammaire contrastive. Et donc là, il me propose, par exemple, de partir de l'anglais dans un premier temps. On commence par des exemples en anglais, car la logique est similaire. Adjectif plus nom, some, people, each, student, etc. Ou alors pronoun, someone, each, several. Explique qu'en anglais, some, each, etc. peuvent être adjectifs s'ils accompagnent un nom. S'ils remplacent un nom, ce sont des pronoms. Ensuite, il me propose de faire le lien avec le français. Voir que each veut dire chaque ou each veut dire chacun. Donc, bien expliquer la différence dans les deux cas, justement. Et là, c'est là où le souci peut apparaître, parce qu'on voit bien qu'en anglais, par exemple, each veut dire les deux. Mais là, en mettant each one devant, ça permettra de créer chacun. Ensuite, peut-être utiliser des astuces visuelles ou mnémoniques. Si c'est suivi d'un nom, c'est un adjectif avec un point d'exclamation. Si ça remplace le nom, c'est un pronom. Donc, ça vous donne quelques petites idées, plus des activités d'association, évidemment, et faire reformuler des phrases. Et évidemment, l'anglais a le souci d'avoir des faux amis, donc on va justement bien les prévenir qu'il faut se méfier de ces faux amis. Et comme vous pouvez le voir tout en bas, il me propose ces fameux onglets dont je vous ai parlé, les icônes avec copier-coller, le pouce, enfin les pouces, l'audio et les flèches qui permettent de demander d'autres choses. Du coup, je lui ai demandé de me créer un exercice niveau B1 sur le sujet pour des apprenants anglophones. Et donc, il m'a écrit cet exercice en anglais. Donc ça, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ça, on peut le supprimer dans tous les cas. Et il m'a proposé un premier exercice ici, où il faut indiquer simplement si le mot souligné est un adjectif ou un pronom. Ensuite, un deuxième exercice où il faut transformer la phrase en remplaçant le groupe nominal par un pronom indéfini. Et enfin, un exercice 3, en disant complète avec le bon mot, choisis un adjectif ou un pronom indéfini dans la liste. Évidemment, il me propose les corrigés qui sont déjà tout prêts et vous voyez même à la fin qu'il me propose si je veux ça en fiche PDF ou imprimable pour la classe, qui est quand même un gain de temps conséquent. Évidemment, tous ces exercices, je vous invite à chaque fois les vérifier. C'est très rapide à faire, comme vous pouvez le voir, ça prend une demi-seconde. Mais je vous conseille toujours de vérifier ce qu'il vous a proposé, car sa maîtrise du cadre est encore très limitée.
On peut aussi utiliser ChatGPT pour faire de l'interculturel, et notamment l'apprentissage de nouvelles cultures. On prend l'exemple d'ici dans la page culture qui se trouve dans toutes les unités d'édito, avec Emily in Paris. Et ici, nous avons un exercice qui dit quels sont les mots d'origine française dans votre langue, discutez avec votre voisin et présentez quelques mots à la classe. Évidemment, je suis un professeur consciencieux, donc j'ai demandé à ChatGPT en amont, avant le cours, de me faire une liste des mots qui sont similaires ou qui ont des origines en français et en anglais. Et donc là, il m'en propose une liste entre ballet, cuisine, rendez-vous, café, avec toujours prononcé en anglais mais avec un accent français. Et donc, il m'en propose 30 que je n'ai pas mis ici par manque de place et pour vous éviter. Et pourquoi pas, justement, partir même sur de l'interdisciplinaire à partir de ça. Par exemple, interroger la classe en leur demandant pourquoi il y a tant de mots français dans la langue anglaise. Et en amont, évidemment, je me suis renseigné et j'ai demandé à l'IA, trouve un site internet français qui explique pourquoi il y a tant de mots français dans la langue anglaise. Ici, il me trouve ce site qui s'appelle France-Amérique. L'influence du français sur la langue anglaise est insoupçonnée. Effectivement, on a une petite interview qui nous dit quand sont arrivés les premiers mots français dans la langue anglaise, l'élément déclencheur est l'arrivée de Guillaume le Conquérant qui devient roi d'Angleterre en 1066. Évidemment, il parle français et il donne toutes ses terres en Angleterre à des barons normands. Du coup, le français sera dorénavant parlé par les élites et le vieil anglais, ce sera devenu la langue du peuple. Du coup, vous allez voir que depuis 1100, grâce au dictionnaire étymologique, on peut même dater précisément l'arrivée des nouveaux mots. Et il y a des preuves écrites qui montrent que des mots comme cardinal, prison, prison justice, etc. sont devenus crown, par exemple. Donc tout le vocabulaire aristocratique, militaire, juridique et religieux seront grandement influencés par le français, tandis que la langue anglo-saxonne, elle, qui est un dérivé de l'allemand, qui était très rural, sera parlée par le reste du peuple. Évidemment, par la suite, les langues ont évolué et ce qui a permis de créer des faux amis. Mais donc, vous voyez comment très facilement, nous pouvons créer un cours d'histoire à partir de l'IA. Nous allons voir ensemble aussi qu'on va être capable d'ancrer le vocabulaire avec l'IA. Donc là, je prends l'exemple d'une page de vocabulaire qui se trouve dans toutes les unités d'édito. Et vous vous dites qu'il y a plein d'exercices de systématisation, mais vous voulez diversifier un tout petit peu les activités qui sont liées au vocabulaire. On va voir que ChatGPT va permettre de nous faciliter grandement la tâche. Je vais prendre une capture d'écran sur notre plateforme Educadoc, ou alors je peux même prendre en photo avec mon portable la page vocabulaire directement sur le livre. Et à partir de ça, je vais donner la consigne à ChatGPT, extrait le texte se trouvant dans les encadrés violets. À partir de ça, il est capable aujourd'hui de reconnaître tous les textes qui se trouvent dans cette page et de savoir quelle couleur est où. Et grâce à ça, du coup, il m'a extrait tout le texte qui se trouvait dans les encadrés violets. Avec ce texte, évidemment, ça m'évite de recopier mot à mot tout le vocabulaire. Je vais lui demander de me créer un jeu pour une classe de FLE avec les expressions suivantes. Donc, ça peut être toutes les expressions qu'on a vues ici, mais là, je vais choisir juste la diversité linguistique, la langue étrangère, la langue locale, la langue maternelle, etc. Et il me propose un jeu qui s'appelle le puzzle des langues, où il me donne l'objectif, le matériel, avec carte d'expression, carte de définition, un tableau pour noter des points, mais également les différentes étapes qui sont justement minutées. Donc là, je sais que l'association des cartes durera 10 minutes. Donc pendant 10 minutes, je vais diviser la classe en petits groupes. Il me donne même le nombre de groupes. Distribue à chaque groupe un jeu de cartes d'expression et un jeu de cartes de définition. Et là, il me donne les expressions que je vais utiliser pour les cartes et les définitions qui vont avec. Il me propose dans la deuxième étape une mise en contexte de 10 minutes, où chaque groupe choisit 2 ou 3 des expressions et vient les découvrir. Ils doivent créer une phrase avec chaque expression en lien avec la francophonie. Par exemple, la langue maternelle de beaucoup d'habitants du Québec est le français. Ou alors le Cameroun a une grande diversité linguistique avec des langues locales et officielles. Et en étape 3, il me propose un quiz rapide de 5 minutes
où justement l'enseignant pose des questions pour vérifier la compréhension des expressions. Et on peut soit demander aux apprenants de lever la main ou alors de se lever, pourquoi pas. Il me propose même une variante qui est un jeu de rapidité de 5 minutes, pendant lequel l'enseignant appelle à voix haute une définition et les élèves doivent rapidement trouver et lever la carte de l'expression correcte. Donc moi, je trouve ça très bien, car j'ai une tendance en tant que professeur à toujours utiliser les mêmes jeux, que sont les baccalauréats, les jeux de cartes, etc., etc. Et ça me permet de me renouveler en tant que professeur. Évidemment, il y a encore ce petit sigle pour demander une nouvelle réponse avec les deux flèches, sur lequel j'ai cliqué et qui me propose encore une fois un nouveau jeu, Qui suis-je, la roue des langues. Mais là, c'est juste pour vous montrer qu'il a encore d'autres idées, mais je n'ai pas été au travers de tout pour vous éviter de passer trop de temps dessus. Évidemment, Edito utilise des documents authentiques, qui pour moi est la meilleure façon d'enseigner une langue et d'apprendre une langue également. Et là, nous avons un document sur la Martinique gourmande. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas improviser un petit peu d'interdisciplinaire à partir de ce document? Donc on peut leur expliquer, par exemple, un cours sur l'histoire et la géographie des Antilles françaises. Et dans les Antilles françaises, on parle le créole, qui est parlé en Martinique et en Guadeloupe, qui est légèrement différent dans les deux endroits. Et on va justement leur faire un petit cours en leur expliquant d'où vient le créole, parce que c'est du créole français. On va leur expliquer que les langues africaines, avec l'arrivée massive d'esclaves africains, ont permis d'enrichir, entre guillemets, le français qui se trouvait sur place, le français des soldats d'ailleurs, qui n'était pas un français forcément très littéraire, qu'il y avait aussi la langue des peuples autochtones sur place qui a été mixée à tout ça, et que ce mélange a permis de créer justement le créole, qui est issu d'un français populaire. La base du créole est majoritairement le français populaire, parlé par les colons et les soldats, qui est très différent du français académique de l'époque. Et il y a eu par la suite une simplification linguistique pour justement faciliter la communication entre tous. On parle aussi de l'évolution et de la stabilisation de la langue et des caractéristiques linguistiques du créole, que ce soit au point de vue du vocabulaire, de la grammaire et de la phonétique. Et évidemment, on va finir par parler du statut actuel du créole, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, mais on pourrait évidemment pousser jusqu'à Haïti ou alors tous les endroits où on parle un créole qui peut être similaire ou différent, comme celui parlé à l'île de la Réunion, par exemple. Et qui dit francophonie, évidemment, dit nourriture, parce qu'en général, on aime voyager pour découvrir des plats. Ici, nous avons un document qui s'appelle Saveurs du Sénégal, qui est en partenariat avec RFI. Donc, j'espère que vous n'êtes pas sans savoir que à partir du niveau B1, Edito a un partenariat avec RFI. Et ici, nous avons justement un document qui va nous parler des saveurs du Sénégal. Et moi, j'adore justement voyager pour la nourriture et je sais que vous également. Et je me suis dit que ce serait intéressant de découvrir les spécialités culinaires de la francophonie. Et donc, je lui ai demandé quelles sont les spécialités culinaires de la cuisine sénégalaise. Et il me dit que la cuisine sénégalaise est riche, savoureuse et reflète la diversité culturelle du pays. Elle est influencée par les traditions locales, ainsi que par les échanges avec d'autres cultures, notamment l'Afrique de l'Ouest, la France et le Moyen-Orient. Et il me donne plein d'idées de plats. Le thieboudienne, le yassa, le mafé, encore d'autres. Donc il m'en propose vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, comme vous pouvez le voir. Avec à chaque fois la description et les saveurs, si jamais je veux me lancer dans la cuisine. Et il me dit ensuite, pour conclure, que ces plats typiques sont non seulement délicieux, mais ils sont aussi au cœur de la culture de l'hospitalité sénégalaise, qui sont souvent partagés en famille ou entre amis, reflétant l'importance de la convivialité dans la société sénégalaise. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin? Et étant donné que j'adore le mafé, je me suis dit, est-ce que tu peux me donner la recette du mafé? Alors, cette recette, je l'ai faite justement vérifier pour m'assurer que c'était une bonne recette et on m'a assuré qu'elle était OK. Donc, peut-être qu'il y a des variantes, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Il me donne ici les ingrédients. Donc, pourquoi ne pas faire un rappel sur l'impératif, par exemple, à partir de cela, et leur demander, à partir des ingrédients, de faire leur propre recette du mafé. Ou alors, si vous avez accès à une cuisine, il vous donne clairement, par exemple, euh, la recette à suivre pour préparer le mafé. Dans un premier temps, il faut bien préparer la viande, ensuite préparer la sauce, la cuisson des légumes, laisser mijoter, rectifier l'assaisonnement et servir.
Et ce que je trouve vraiment super, accessoirement, ce sont les petites astuces qu'il donne à la fin, comme si c'était un chef, qui dit: «Si tu veux une sauce plus crémeuse et moins liquide, tu peux réduire légèrement la quantité d'eau et pour une version végétarienne, remplace la viande par du tofu ou des légumineuses comme les pois chiches». Donc c'est intéressant de voir que si, par exemple, vous avez accès à une cuisine proche de votre classe, vous pourriez proposer quelque chose de similaire à leur faire goûter. Si vous n'avez pas accès à une cuisine, pourquoi pas le faire de chez vous, toujours en vous assurant qu'il n'y ait pas d'allergie alimentaire. Et enfin, nous allons voir qu'on peut utiliser l'IA pour nous accompagner pendant les compréhensions orales. Donc effectivement, les compréhensions orales au niveau B1 vont avoir quelques difficultés. On sait qu'il y a un gros gap entre le niveau A2 et le niveau B1, notamment sur les compréhensions orales. Le facteur commun de ce gros gap, souvent, ça va être les bruits parasites lors des compréhensions orales. Et peut-être qu'au début du niveau B1, vous voulez faciliter la compréhension orale des apprenants. Et pour ce faire, vous pouvez très bien aller sur notre site internet didierfleu.com, télécharger le guide pédagogique au format PDF, dans lequel se trouvent justement toutes les transcriptions. Et j'espère que vous voyez où je veux en venir avec ça. À partir des transcriptions, pourquoi pas, pour les élèves qui ont le plus de difficultés, leur proposer tout simplement de copier le texte et de l'inscrire dans ChatGPT, entre autres, et grâce à ça, de lui demander de lire ce texte lui-même. Et donc, ça permettra effectivement, il n'aura qu'une seule voix. Donc là, nous avons Lionel Robin et Marianne qui parlent. Donc, il y aura peut-être des petits soucis parce qu'il ne sera pas capable de changer de voix. Mais en tout cas, ça permettra d'aider l'apprenant dans la compréhension sans se soucier justement de ces bruits parasites au début. Évidemment, le but par la suite est qu'il travaille ses compréhensions et qu'il soit capable de se former pour le DELF B1 et de comprendre malgré ces bruits parasites. Mais le but sera dans un premier temps déjà de les mettre en confiance et en situation de réussite. Et ça, ChatGPT va être capable de le faire. Il y a une autre chose qu'on peut faire aussi, ça va être pour les élèves timides. Donc peut-être que vous avez des élèves qui n'osent pas parler en classe, et dans ce cas, nous avons toujours des petits soucis de savoir comment faire avec eux. Et justement, ChatGPT, dans sa version sur le portable, propose pour 15 minutes par mois de parler directement avec lui et d'échanger et justement de lui demander de nous corriger. Donc, par exemple, ici, on a présenté une ville ou un pays francophone, vous donnez sa situation géographique et parler du mode de vie de ses habitants. Eh bien, moi, on va imaginer que je parle dans une autre langue, par exemple, je parle en italien, et je vais lui donner le sujet et je vais lui dire, est-ce que tu peux me corriger dans ma présentation orale? Donc, je vais vous faire l'exemple. J'espère que cela va bien fonctionner, que vous allez bien entendre sa réponse. J'essaierai de me mettre le plus proche possible du micro. Bonjour, je dois présenter une ville ou un pays francophone, mais je n'ai pas trop d'idées. Est-ce que tu peux me corriger lorsque je parle en français? Bien sûr, je serais ravi de t'aider à corriger ton français. Pour ta présentation, as-tu déjà une idée de la ville ou du pays que tu voudrais choisir? Si tu veux des Je suggestions, je peux veux t'aider. tout simplement que tu corriges ce que je vais dire. D'accord, je t'écoute. Vas-y, parle-moi de ta ville ou de ton pays francophone et je te corrigerai si nécessaire. J'ai allé à Montréal parce que j'ai aimé les 4 saisons sur place. Très bien. Il y a juste une petite correction. Au lieu de j'ai allé, il faudrait dire je suis allé. Donc ça donnerait je suis allé à Montréal parce que j'ai aimé les 4 saisons sur place. C'est parfait, continue comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est mon erreur? Bien sûr. En français, pour exprimer un déplacement ou un mouvement vers un lieu, on utilise le verbe être au lieu de avoir avec le verbe de mouvement. Par exemple, aller se conjugue avec être au passé composé, donc on dit je suis allé et non j'ai allé. C'est une règle de conjugaison. Hop, je vais lui dire maintenant de se taire, parce que c'est moi qui ai le contrôle. Donc, vous voyez comment un élève ou un apprenant qui a des difficultés ou qui ne se sent pas à l'aise de parler à l'oral peut s'entraîner 15 minutes par mois sur la version gratuite. Évidemment, c'est assez limité, mais ça permet tout de même de faire un petit entraînement et d'avoir un professeur particulier gratuit à la maison 15 minutes par mois.
Et évidemment, sur la version payante, vous pouvez faire ça en continu, vous pouvez lui demander tout plein de choses et ça permettra justement aux apprenants de s'entraîner et de se mettre en confiance. Et le souci souvent, mais le plus gros souci, c'est qu'en tant que professeur, on maîtrise ce qui se passe dans la classe, mais on ne maîtrise pas ce qui se passe en dehors. Donc, on peut s'assurer que les apprenants parlent français dans notre classe, mais on ne peut pas s'assurer qu'ils parlent en dehors. Avec ça, ça leur donne un outil facile sur leur portable, chose que je suis persuadé ils ont toutes et tous, et sur lequel ils passent certainement beaucoup de temps, au moins autant que moi, et ça va leur permettre d'être plus en confiance et d'être seuls avec. Nous allons voir aussi un nouvel outil, autre que ChatGPT, qui s'appelle TWI. Alors peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Étant donné que nous parlions de francophonie, moi j'ai pensé au pays Cajun. Donc les Cajuns, ce sont les francophones de Louisiane, car la Louisiane était française dans le passé. La Louisiane se trouve évidemment au sud des États-Unis, et on voit qu'il y en a 10% de la population qui parle le français au pays Cajun. Et j'ai une longue vidéo. Qui dure 15 minutes. Évidemment, je veux préparer ça du mieux possible, mais le plus rapidement possible également pour un gain de temps évident. Lorsque je vais sur TWI, il me propose beaucoup d'outils, comme vous pouvez le voir. Il me propose cela, c'est 9 ici, 9 autres à nouveau, 9 autres à nouveau, et encore d'autres. Mais moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez le voir, c'est écrit effectivement en anglais, comme beaucoup d'intelligence artificielle pour le moment. Toutefois, dans la version gratuite dans le passé, maintenant, et malheureusement, c'est une version payante, mais dans la version gratuite par le passé, vous pouviez utiliser 5 minutes par 5 minutes d'une vidéo. Donc là, la vidéo durait 15 minutes à peu près, donc c'était facile. J'avais 5 minutes à utiliser avec eux. Donc, j'ai mis cette vidéo directement, le lien de la vidéo directement dans TWI, qui est un site internet, TWEE. Et à partir de ça, j'ai choisi les 5 premières minutes pour commencer l'étude de cette vidéo avec mes apprenants. Je peux choisir la langue. Donc là, c'est le français, c'est un niveau bêta, c'est-à-dire que bêta, pas dans le sens que l'on pourrait penser en français, c'est évidemment une version temporaire qui est encore en amélioration. Et je peux choisir le type de question. Là, j'ai demandé à ce que ce soit des questions ouvertes, le niveau, B1 ou B2, et je lui ai demandé ce qui détecte automatiquement la langue. Et là, après, j'ai un bouton sur lequel je peux appuyer qui me dit « Do the magic », à toi de faire jouer la magie. Et en une demi-seconde, ou un peu plus en tout cas, parce qu'il a quand même dû étudier un tout petit peu la vidéo, il a été capable de me retrouver 7 questions. Donc, il a regardé toute la vidéo beaucoup plus rapidement que moi, et il a créé 7 questions. Quelle est l'importance historique de la Louisiane pour la France? Comment la Louisiane française a-t-elle été progressivement réduite au fil des guerres? Quels sont les différents groupes francophones qui se sont installés en Louisiane au fil du temps? Etc. etc. Évidemment, je pense que vous vous en doutez, il est tellement bon qu'il m'a également proposé les réponses. Donc, on voit que la Louisiane a été explorée, revendiquée par René Robert Cavelier de La Salle au nom du roi de France Louis XIV en 1682. La France a dû céder progressivement l'ouest de la Louisiane à l'Espagne, le Canada, à la Grande-Bretagne, à la suite de différentes guerres, etc. etc. Donc, en quelques minutes, quelques secondes plutôt, d'ailleurs pas quelques minutes, j'ai été capable d'avoir un gain de temps considérable sur un document qui aurait pu être, par exemple, mon échauffement de cours, qui prend en général beaucoup de temps à créer. Et là, ça me permet justement de gagner énormément de temps pour commencer à parler de ce sujet qu'est la francophonie dans l'unité 4 d'ITO B1. La conclusion et les ouvertures. Alors, j'ai fait très simple, je ne vais pas vous mentir, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux me faire une conclusion? Il m'en a trouvé 3 points et moi j'en rajouterai un 4e. La première chose, ce sont la dépendance aux données. Donc l'IA est aussi intelligente que ce qu'il peut trouver sur Internet et ce sur quoi il a été entraîné. C'est-à-dire que si vous cherchez des informations qui se trouvent dans un livre, il n'y aura pas accès. Si vous cherchez des informations qui se trouvent sur un site où il faut créer un compte, où il faut payer, il n'y aura pas accès. Et évidemment, les données parfois sont biaisées et cela peut entraîner des résultats mauvais. Il y a aussi un manque de compréhension réelle.
parce qu'une IA reste une intelligence artificielle et non une intelligence humaine, et ils vont avoir du mal à comprendre ce que nous, humains, nous voulons exactement. Elles sont très performantes dans des tâches spécifiques, mais par contre, niveau flexibilité, ce n'est pas encore ça. Nous avons aussi la consommation d'énergie. Ça, c'est un gros souci, c'est que notamment en mode deep learning, donc ce qu'on utilise avec ChatGPT, ça demande énormément d'énergie. Et dans un monde aujourd'hui où le climat change très vite, il faut se poser la question s'il ne faudrait pas parfois juste privilégier Google plutôt que faire toutes ces recherches sur l'intelligence artificielle. Et le point négatif encore que je trouve, c'est que parfois dans certains endroits, moi j'ai enseigné en Thaïlande notamment, je n'avais pas Internet dans ma classe, et du coup la limite de l'IA, c'est que si on débranche Internet, eh bien, on n'y a plus accès, et du coup on n'a plus que notre intelligence humaine. Vous pouvez en tout cas, j'espère que ce webinaire vous a plu et qu'il n'y a pas eu trop de soucis au niveau de la compréhension. Je m'excuse pour ce qui a pu se passer avec le partage d'écran. Ce sont les aléas de l'informatique. Vous pouvez découvrir nos nouveautés 2025 dans notre catalogue. Donc, nous avons complété la collection avec vous, avec En lecture et écriture qui va arriver incessamment sous peu. Nous allons avoir la collection À toi de jouer pour les jeunes adolescents qui va arriver d'ici la fin de l'année. Côté mondes en VF, nous avons déjà le dernier qui s'appelle, qui traitera sur Olympe de Gouges et qui s'appelle Voyage immersif avec Olympe de Gouges. Et nous allons avoir un autre sur les frères Montgolfier. Dans les dernières nouvelles, j'ai reçu ce matin sur mon bureau justement le nouveau DELF Prime A2. Donc nous avons maintenant 2 livres de préparation au DELF Prime, le A1 qui est sorti en fin d'année dernière et le DELF Prime A2 qui est tout fraîchement arrivé sur mon bureau. Et nous avons également évidemment les 101 jeux de grammaire niveau 1 et A2 pour montrer à vos apprenants que nous pouvons évidemment apprendre, faire de la grammaire tout en s'amusant avec des jeux. Si vous voulez feuilleter nos extraits, vous pouvez aller évidemment sur didierfleu.com. Vous y retrouverez toutes les ressources, que ce soit le guide au format PDF, les audios, parfois des exercices supplémentaires, etc., etc. Si vous avez besoin de trouver un libraire ou un distributeur, ils sont évidemment disponibles sur didierfleu.com dans l'espace point de vente. Et si jamais vous voulez utiliser nos livres, mais au format numérique, je vous invite à aller sur notre e-boutique à l'adresse e-boutique.didierfleu.com pour pouvoir vous procurer nos livres au format numérique qui se trouve sur la plateforme Educadoc. Oups. Évidemment, si vous avez besoin de renseignements ou d'autres questions, vous pouvez aller sur didierfleu.com et contacter un délégué pédagogique dont je fais partie, mais nous sommes 3 sur ce poste pour couvrir le monde entier. Et il nous fera grand plaisir justement de vous répondre et de répondre à vos questions. Et enfin, tous nos webinaires sont gratuits et sont en replay sur ce site sur lequel vous êtes, qui est diffuseurdusavoir.com, donc diffuseur au pluriel. Et vous pouvez voir et revoir ces webinaires justement autant de fois que vous voulez et quand vous le voulez. Si jamais vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, vous pouvez évidemment aller sur notre newsletter sur didierfleu.com. Voilà, j'espère, alors je vais revenir sur ma page, j'espère que ce n'a pas été trop compliqué et que vous avez tous pu voir et découvrir comment utiliser l'IA maintenant en classe de FLE. Évidemment, ce ne sont que certaines choses que l'on peut faire avec, il y a encore des milliers de choses et chacun aura... Julie, je ne vois pas les questions malheureusement. Alors, je regarde juste... Cliquez sur masquer. Si elle rédige bien, si... Alors, j'ai vu qu'il y a des questions. Maintenant, je peux les voir. Alors, vous dites, s'il y a rédige si bien une production écrite, que peut-on encore faire en tant que prof? Eh bien, justement, le but, ça va être, nous, de nous former en tant que professeurs pour utiliser l'intelligence artificielle, pour déjà savoir, dans un premier temps, comment reconnaître une IA, parce que maintenant, au fur et à mesure, on se rend compte que... moi, je suis, par exemple, capable quasiment de reconnaître lorsqu'un mail que l'on m'a envoyé a été écrit avec l'IA. Et notre rôle, ça va être de nous former justement sur comment utiliser l'IA à notre avantage, comme j'ai expliqué, par exemple, avec la lettre, sur comment repérer les structures d'une lettre. Moi, je vois un petit peu cela comme lorsque les ordinateurs ont commencé à se démocratiser, et que les personnes plus anciennes disaient que
on n'arrivera plus à écrire avec la main et au final, aujourd'hui, on écrit certes moins avec la main, mais on écrit évidemment avec l'ordinateur portable. Pour la version de ChatGPT, c'est la 4.0. Vous me prenez au dépourvu. Il me semble que c'est la 4. C'est la. Alors, hop. En tout cas, si la question est, c'est la version gratuite, en tout cas dans un premier temps. Merci à Claudia, qui a particulièrement aimé ce passage sur le vocabulaire. C'est très sympa. Est-ce que la version payante ou de chat, non, donc là, je vais seulement montrer la version gratuite de ChatGPT, pour information. Donc, sur la version gratuite, vous avez accès à tout, dont les 15 minutes d'oral par mois. Vous avez vu, j'espère que vous avez pu bien entendre. Donc, c'est ces 15 minutes avec lesquelles vous allez pouvoir échanger. Sur la version payante, vous pourrez évidemment utiliser beaucoup plus de choses, mais ça coûte un certain prix. Il me semble que c'est dans une vingtaine d'euros par mois, par exemple. On peut aussi utiliser notre appli, nous dit Rachid, pour recréer un dialogue à plusieurs voix. Tout à fait. Là, j'ai juste montré ChatGPT, mais niveau IA et application, dernièrement, ça a explosé et vous avez beaucoup d'outils maintenant que vous pourriez utiliser. Gemini également, encore une fois, tout ce que l'on peut faire avec ChatGPT, on peut le faire avec Gemini, on peut le faire avec Copilot, on peut le faire avec beaucoup d'autres choses. Il y a Angela qui me demande est-ce qu'il y a d'autres IA? Alors oui, je vous invite à faire une recherche très simple sur Google en disant quels sont les IA les plus utilisés dans le monde et vous verrez qu'ils vont donner une liste très longue parce que maintenant, tout le monde développe très rapidement les IA. Et je remercie Elisabeth qui dit excellent exemple, Laurence, merci. IA générative, il y a aussi Perplexity, Mistral, DeepSeek, effectivement, Claude.ai, DeepSeek. Oui, DeepSeek est convenable aussi, tout est convenable en fait, mais en fait, il faut que vous vous teniez à jour parce que ça évolue très vite encore une fois. Peut-être que ce que j'ai dit aujourd'hui ne sera même plus valable demain quand on voit à quel point ça va vite. J'en avais parlé en Italie quand j'y étais en novembre. Il y a même des IA aujourd'hui qui sont capables, en parlant 10 secondes à l'IA, de détecter si on a un diabète, parce que l'IA va être capable de détecter des ondes dans notre voix qui sont propres à ceux qui ont un diabète de type 2, par exemple. Donc, on peut même faire de la science et faire des avancées scientifiques avec l'IA. Qu'est-ce qu'on a pour enfants et adolescents? Eh bien, évidemment, nous avons nos méthodes chez Didier Fleu qui sont Passe-Passe, Bonne Nouvelle et notre collection Imagine, ou alors, évidemment, avec vous, mais je vous invite à aller consulter notre catalogue qui est ici et vous pourrez justement, il existe en format en ligne et vous pourrez le retrouver sur didierfleu.com. Pourriez-vous me dire si les audios d'édito changent avec chaque nouvelle édition? Évidemment, nous sommes obligés d'adapter nos audios pour qu'ils soient à jour. La plupart des audios sont des documents authentiques et nous sommes obligés de nous tenir à jour pour qu'ils soient toujours en lien avec les documents que nous allons étudier. Angela me redemande, est-ce que nous pouvons proposer des activités pour que les élèves puissent utiliser l'IA ou seulement le prof? Mais non, justement, le but, ça va être de montrer aux élèves avec eux que nous connaissons l'IA et parfois juste de faire ça, ça va les éviter de tricher, par exemple. Et vous pouvez tout à fait faire des activités avec eux pour qu'ils utilisent l'IA ensemble. Et je vais réutiliser l'exemple de la lettre où je vais leur dire, demandez à l'IA d'écrire une lettre sur ce sujet. Et je vais leur demander, chacun de leur côté, de retrouver quelles sont les phrases qui reviennent à chaque fois, par exemple, dans une lettre, quelles sont les formules qui vont revenir, et on va mettre tout ça en commun. Et une fois qu'ils auront tout utilisé, on coupera justement l'IA et on leur dira, bon, maintenant, c'est à votre tour de proposer votre propre expression écrite avec vos mains et pas avec l'IA. Pour DeepSeek, je suis complètement d'accord, ça marche très bien. Les corrigés, j'imagine que vous parlez des corrigés d'édito. Les corrigés sont disponibles dans le guide pédagogique, notamment d'édito. Donc, vous pouvez les retrouver dans le format PDF qui se trouve sur notre site didierfleu.com. Ça, c'était pour Olga. Avez-vous peur d'être remplacé un jour par ChatGPT? Par exemple, cette fonctionnalité qui permet… Alors oui, je sais que ça fait… Anna, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec des professeurs tout au long de l'année. Et comme je l'ai dit, c'est une intelligence artificielle. C'est un plus que nous devons utiliser, mais ça reste un outil. Elle ne pourra jamais remplacer ce que vous et moi pouvons apporter, le côté humain que l'on apporte en classe,
les relations que l'on peut créer avec les apprenants. Et évidemment, vous êtes beaucoup plus formés que l'IA sur le sujet. Donc, je ne m'inquiéterai pas que des postes de professeurs soient supprimés parce que même si un apprenant se disait, par exemple, bon, je vais utiliser que l'IA à partir de maintenant pour apprendre telle langue, il reviendra très vite parce que ce sera très vite très limité. Il perdra la motivation parce qu'aujourd'hui, le propre pour moi du professeur est justement de créer cette motivation et d'entretenir cette motivation pour les apprenants. Zina qui me dit, n'oubliez pas l'appli Defit. Oui, effectivement, je ne pouvais pas toutes les dire, malheureusement, mais il y en a énormément. Est-ce qu'il y a la possibilité d'organiser une formation sur l'IA pour un réseau de professeurs? Tout à fait. Je vous invite à nous contacter sur, comme je vous ai dit, didierfleu.com et vous allez sur l'espace contacter, je vais y arriver, contacter un délégué pédagogique. Il nous fera plaisir d'organiser quelque chose avec vous. Et j'ai Maquès Michel qui me dit « Réseau des 5 alliances françaises en Haïti », mais j'ai juste cette phrase, donc je m'excuse parce que je ne peux pas forcément voir dans quel contexte. En tout cas, merci à vous. J'ai un dernier message de Sabine. J'aimerais savoir si un nouveau manuel pour les ados inclut des activités avec l'IA, des jeux, activités en ligne, des exercices. Oui. Alors, pour les jeux avec les futurs manuels qui sortiront, nous cherchons justement à inclure l'IA à l'intérieur. Donc, je vous confirme que nous faisons notre travail du côté édition. C'est une excellente question. Donc, voilà, j'espère que ça répond à votre question. En tout cas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez nous contacter, moi, mes collègues Asma et El Kouria. Je vous invite à aller donc sur didierfleu.com de contacter un délégué pédagogique, un ou une, parce que je suis le seul délégué pédagogique. Sinon, je suis accompagné de mes collègues Asma et El Kouria. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, pour toute demande. J'espère que ce webinaire vous a plu et puis je vous dis à bientôt et au plaisir de vous rencontrer à travers le monde tout au long de l'année. Belle soirée ou belle journée ou bonne matinée, peu importe où vous êtes dans le monde. À bientôt.